un antirétroviral, ça coûte entre 400 et 600 euros par mois. Il y a des gens qui ne peuvent pas prendre la parole autour de ce sujet-là en France parce qu'ils sont simplement en danger de mort. Donc aujourd'hui, les personnes contaminantes ne sont pas celles qui se traitent, ce sont celles qui ne savent pas. Quand je parle de la sérophobie que je vis, les gens ont du mal à me croire. Le VIH est inclusif. Qu'est-ce qu'on fait de nos collègues touchés par le chemsex ? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sous ma peau, le podcast qui place l'humain au cœur de chaque conversation. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet super important qui ne date pas d'hier, mais dont on a du mal à voir avancer les choses. Donc, pour ce faire, et avant toute chose, je reçois Philippe, aka Olivia Willkommen. Déjà, merci d'être là, d'avoir proposé cet épisode. C'est super important, c'est encore une fois nécessaire. Comme d'habitude, pour commencer l'épisode, je te laisse te présenter comme tu le souhaites, dire quelques mots, te présenter par ce que tu fais, par qui tu es, par pourquoi tu es là, si tu le veux. C'est toi qui vois. Alors moi, je m'appelle Philippe, j'ai 37 ans, je suis séropositif depuis 10 ans. Et j'ai décidé, je sais même pas si je l'ai décidé, mais ça s'est un peu présenté à moi il y a 1 an, d'outer mon statut sérologique publiquement sur les réseaux sociaux. Et j'en parlais déjà beaucoup avant, de manière très libre finalement, mais j'ai voulu franchir une étape supplémentaire parce que je me suis dit tiens, qu'est-ce que la fenêtre des réseaux sociaux peut m'apporter ? Le constat est un petit peu inquiétant, mais voilà, donc voilà comment je me présente. Et sinon, je fais du drag depuis. J'ai commencé il y a 10 ans, j'ai fait une pause pendant 7 ans et j'ai repris il y a 10 mois à peu près. Au départ, en me disant, je vais pas aborder les sujets qui fâchent dans mon drag. Parce que je trouve que ça me permet moi une respiration. Mais finalement, en fait, j'ai l'impression d'avoir du coup maintenant une tribune avec du public et que potentiellement, ce serait quand même intéressant d'amener le sujet sur la table et de parler de sérophobie. Parce qu'en fait, je viens pas parler du VIH. Voilà. Intéressant. La nuance, c'est là. Merci. Effectivement, tu m'avais contacté et tout par rapport à potentiellement qu'on fasse un épisode ensemble parce que il y a un cruel manque de réelles informations. Il y a la stigmatisation qui continue et qui même, je dirais, a une certaine évolution négative. En tout cas, vous êtes, je déteste parquer des gens comme ça, mais les personnes concernées sont de plus en plus stigmatisées et invisibilisées. On en parlait aussi en off, il y a vachement un lissage du discours, ou quand c'est teinté de colère ou de choses comme ça, on vous le reproche. Et du coup, moi, je voulais te permettre, comme on l'a dit, d'avoir une petite plateforme, ou en tout cas un échange via un épisode pour que tu puisses en parler. Est-ce qu'il y a déjà des grandes lignes ou des termes ou des choses que tu aimerais expliquer ou poser, histoire que on contextualise un petit peu avant de commencer la discussion? Dans les grandes lignes, en fait, il faut comprendre. Je vais essayer de reposer les bases déjà. Comprendre la différence entre VIH et SIDA. Ça, c'est la première des choses. Donc, je vais faire un peu de prévention, mais j'en ferai pas plus que ça parce que vous avez tous normalement une connexion Wi-Fi. Si vous regardez cet épisode, oui. Du coup, j'ai pas envie de faire de prévention ni de. Je pense que chacun est capable d'aller chercher l'information et la bonne. Dans le sens où on n'a plus d'excuses. Voilà. Donc la différence entre VIH et SIDA, le VIH c'est une infection qui, lorsqu'elle est traitée, devient indétectable et intransmissible, et lorsqu'elle n'est pas traitée, peut amener à la phase pathologique du sida. Et cette phase-là est fâcheuse puisque du coup ça attaque le système immunitaire et on peut effectivement mourir des suites d'une maladie opportune. On dit en vulgarisant, à ce moment-là tu pourras crever d'un rhume. En gros, c'est ça. Okay. Donc ça, il faut vraiment faire la distinction maintenant, après 40 ans, entre VIH et SIDA. J'ai le VIH.
j'ai pas le sida. Voilà. Je vois pas cette distinction faite énormément. Non. Et effectivement, du coup, il y a un aspect un peu... c'est cette phrase que j'utilise souvent qui commence à m'énerver moi aussi, de on est victime ou coupable. Mais c'est vrai, on est considéré comme soit victime, soit coupable. Donc en fait, le regard qui est posé sur nous n'est jamais le bon. Soit la honte, soit la culpabilité. Voilà. Et donc pour recentrer sur la sérophobie, en fait, ce qu'il faut comprendre déjà, et je te remercie de me donner la parole, mais c'est que le sujet n'appartient à aucune communauté. Et comme le sujet n'appartient à aucune communauté, mais que il est porté par la communauté LGBTQIA+, depuis quand même pas mal de temps, puisque on est toujours, en fait, on porte toujours un peu la merde que les autres n'ont pas envie de porter. C'est comme ça. Je sais pas si c'est notre mission sur cette terre. Est-ce qu'un jour on nous laissera juste tranquille et que d'autres se saisiront des sujets importants, mais on est toujours quand même à une place où on est là en train de poser des problématiques. Voilà. Ce sujet-là en fait partie, et je suis gay, donc est-ce que c'est encore à nous de venir avec ce truc-là ou pas, ou est-ce qu'à un moment donné on va nous prendre la main en nous disant ok, déjà on vous croit, puis on vous soutient. Ça c'est un sujet. Oui, on vous croit, on entend beaucoup ça, je te crois. Quand on dit que le VIH est indétectable et intransmissible lorsqu'il est traité, c'est pas une question. Il y a pas de question. C'est scientifique, c'est une réalité. C'est juste comme ça. Ouais. Et en fait, on n'a pas appris non plus du Covid, par exemple. Oui. Donc, on n'a pas appris du Covid. Le Covid est arrivé il y a quelques années. En effet, il a fait coucou, je suis un nouveau virus. Et les scientifiques se sont basés sur le truc et se sont dit un virus mutant qui va très vite, comment on va faire? Nous n'avons pas de vaccin, mon Dieu. Donc, on va casser les schémas de contamination. Souviens-toi, on traitait... Souvenez-vous, c'était il y a pas si longtemps, mais tout le monde a oublié. Moi, je m'en souviens. Parce que du coup, je me suis dit, super chouette, la planète entière va pouvoir comprendre ce que c'est que ce que je vis. Non. On a traité le sujet de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a eu de la stigmatisation, il y a eu de la peur de son voisin, il y a eu le racisme. Enfin, il y a eu vraiment les mêmes. C'est systémique. Ouais. C'est toujours pareil. Donc, on a traité les patients atteints et on a protégé ceux qui ne l'étaient pas. Donc, je fais le parallèle avec la PrEP. Coucou, c'est moi la PrEP. Je te laisse vraiment. Alors, en fait, oui, les personnes c'est pour ça que le dépistage est important. On se dépiste. Et quand on se dépiste, on peut se traiter puisque du coup, si on sait qu'on a le VIH, on peut faire notre parcours de soins pour se traiter. Donc on ne transmet plus au moment où on se traite. Et les personnes qui sont séronégatives se protègent pas des personnes qui ont le VIH, elles se protègent des séro-ignorants. Donc ceux qui ne se dépistent pas. Ouais. Donc aujourd'hui, les personnes contaminantes ne sont pas celles qui se traitent, ce sont celles qui ne savent pas. Et coucou les hétéros, puisque J'allais dire, c'est pas les LGBT qui sont les plus concernés par ce sujet. Voilà, donc en fait, en plus, on se prend aussi très violemment, finalement, encore l'homophobie des hétéros qui nous explique que c'est une maladie de gay. Pardon, mais c'est quand même encore ça. C'est-à-dire que oui, on disait dans les années 80, le nouveau cancer, le cancer gay. Ouais, mais ça, c'est des idées reçues qui ont encore la vie dure. Donc, à un moment donné, au lieu d'essayer de nous silencer, la seule chose à nous dire, c'est merci. Ouais. C'est tout. C'est tout ce que moi, je suis capable d'entendre actuellement, après 10 ans avec le VIH, c'est merci. Et c'est pas ce que t'entends. Et c'est pas ce que j'entends, même pas des gens qui prennent la PrEP, par exemple. Puisque les gens qui prennent la PrEP, y en a certains,
pas tous, mais heureusement, mais qui savent même pas, qui sont même pas conscients de ce qu'ils prennent et qui savent pas pourquoi ils le prennent et qui savent pas grâce à qui ils ont accès. Ah bah ça, de toute façon, il y a vraiment une ignorance par rapport à l'histoire, par rapport à plein de choses. Je sais pas, est-ce que tu veux peut-être dire vite fait ce que c'est la PrEP pour celles Alors la qui ne savent PrEP, pour celles et ceux qui savent pas, ce sont des molécules qui ressemblent fortement à la trithérapie. Donc la trithérapie, c'est ce que je prends moi pour contrer le VIH. La PrEP, c'est quelque chose qu'on prend soit de manière continue, soit avant un rapport. Enfin, il y a des manières de la prendre. Coucou Google, vous irez vous renseigner, mais en gros, c'est pour prévenir d'une éventuelle exposition au VIH. Et seulement au VIH. Ce qui fait que du coup, donc c'est pas une capote chimique, c'est vraiment un moyen de casser les schémas de contamination. Mmh. C'est-à-dire, si tu es séronégatif, tu prends la PrEP, tu te protèges d'un éventuel VIH transmissible. Ok. Donc, si tu as un rapport à risque, comme on a tous, hein, no shade, on le fait tous. Oui. Ouais. Et là, sans parler des LGBT, coucou toutes les personnes que j'ai pu rencontrer dans ma vie et qui sont hétéros, cis, etc. Vous ne vous protégez pas. Enfin, je n'entends jamais des personnes dire... si, et c'est OK. Oui, c'est OK. En fait. Mais du coup, dépistage, du coup, conscientisation. On a la sensation aussi que les gens... donc voilà, pour en terminer sur la PrEP, c'est ça. La PrEP, c'est se protéger du VIH. Ouais. D'un éventuel VIH... que quelqu'un a le VIH qui ne le sait pas, par exemple, détectable et transmissible, bah, si on prend la PrEP, ça fait barrage. Donc, on cherche à éradiquer l'épidémie mécaniquement, comme le Covid. Et entre-temps, le Covid, on a trouvé rapidement un remède qui n'était, enfin, selon moi, pas efficace, mais parce que, bon, on a été vacciné, puis revacciné, puis il y a des gens qui avaient quand même le Covid. Donc, finalement, et puis revient chaque année maintenant comme la grippe. C'est toujours soigner les symptômes, mais pas aller à la source du problème. Oui, donc, bon, voilà. Et ben, le VIH, c'est ça. On a pour l'instant pas la solution. Et en attendant, ben, on essaye de casser les schémas de contamination. Et par logique, on se dit bon bah les personnes qui sont VIH plus traitées vont finir par mourir de vieillesse et sans doute plus vieux que vous puisqu'on a une santé en béton. Moi, je suis amené à suivre ma santé de très près puisque du coup tous les 3 mois, la plupart des PVVIH personnes vivant avec le VIH, ont des prises de sang tous les 6 mois. Moi, j'ai décidé de les rapprocher parce que, en fait, je fais ce que je veux. Mais du coup, en fait, comme je fais tout le temps un bilan très régulier de tout, on peut voir si je suis en carence de je ne sais quoi. Donc, je suis suivi de plus près que quelqu'un qui se dit je suis en bonne santé, j'ai pas besoin d'aller faire des bilans, parce que au-delà du dépistage, de temps en temps, c'est bien de faire un check-up sur plein de trucs. Oui, littéralement, juste par rapport à la santé. On le voit rapidement s'il y a quelque chose qui déconne. Du coup, j'ai une espérance de vie qui est plus longue. Ah oui. En fait. C'est aussi juste reconscientiser un peu sa vie et ne pas être juste avancé aveuglément qu'importe vos choix de vie, vos styles de vie, etc., juste s'assurer à ce qu'on soit en bonne santé et si jamais c'est pas le cas... On a toujours tendance à mettre la responsabilité sur... Je vais parler que de moi, mais on a tendance à mettre la responsabilité sur les personnes qui vivent avec le VIH en disant « c'est bien, merci de bien prendre ton traitement ». Sauf qu'en fait, on est tous responsables de son propre comportement. C'est-à-dire que je demande pas à ce qu'on me dise merci, je le fais pas pour les autres, je le fais pour moi. Tout comme les gens qui se dépistent devraient le faire pour eux en priorité, parce que prendre soin de sa santé, c'est dans le spectre large de la santé, même prendre soin de sa santé mentale. En fait, prendre soin de soi, c'est prendre soin des autres, à mon sens. Oui. Et on n'a rien besoin de faire pour prendre soin des autres. À partir du moment où on prend soin de soi, on n'a rien besoin de faire pour prendre soin des autres. Clairement. Tout simplement.
Faudrait revenir à ça d'ailleurs. À force de regarder le voisin et tout machin, bah finalement, si chacune se prend en main. Bah, et je dis ça et je suis le premier à pas le faire, hein. C'est-à-dire que, enfin, dans le sens où j'ai tendance à penser beaucoup à comment vont les autres, parce que j'ai la sensation que si autour de moi les autres vont bien, je vais aller mieux. C'est faux. Okay. Va falloir que je me l'imprime à un moment donné, mais voilà. Donc, ben voilà, j'en suis là, moi, dans ma démarche. Et pourquoi est-ce que je prends la parole sur ce sujet-là aussi? Je voudrais que les gens comprennent que c'est parce que j'ai la chance de pouvoir le faire, parce que mon contexte de vie le permet, parce que mon entourage le permet, parce que mon niveau social le permet, parce que on parle souvent des privilégiés, pas privilégiés, pourquoi est-ce qu'on est privilégié et pourquoi est-ce qu'on ne l'est pas. Moi, sur mon sujet, je le suis. Pourquoi? Parce que je suis gay, outé, assumé dans un pays, dans une ville où il y a de l'acceptation, qu'autour de moi, dans mon tissu social, familial, c'est intégré, que mon VIH aussi, que en fait je suis dans mon tissu social à moi, à mon cercle à moi, pas en danger. C'est bien de le rappeler. Donc, pourquoi est-ce que je ne prendrais pas la parole? Parce qu'en fait, si je ne la prends pas la parole, moi, privilégié de ce sujet, eh ben, je participe activement à continuer à silencer ceux qui ne peuvent pas prendre la parole. À l'heure où on se parle, il y a des gens qui ne peuvent pas prendre la parole autour de ce sujet-là en France parce qu'ils sont simplement en danger de mort s'ils s'expriment. Prenons un exemple bête, enfin bête, pas bête, mais un exemple accessible. Une femme racisée, on va aller dans le deep, hein. Oui, bah c'est... Femme racisée, TDS par exemple, intersectionnelle, par exemple, qui apprend qu'elle est VIH suite à un viol, ne pourra pas prendre la parole sur ce sujet-là parce que en fait il y a un danger de par son contexte de vie. C'est peut-être même pas le meilleur exemple. Admettons une maman racisée qui apprend ça suite à un viol, elle peut être en danger de mort, menacée par sa famille par exemple, ou tout simplement ça existe, hein. Et puis même des fois ne serait-ce que juste le métier. Tu exerces un métier, tu es dans une entreprise, tu as un poste important, etc., etc. Tu outes ton statut publiquement. Même si c'est interdit par la loi, il se peut que tu perdes ton travail. Ils vont pas. Et ça va être très difficile. Exactement, ça va être très difficile à prouver que c'est pour ça. Oui, bien sûr. On te croira pas. Donc voilà. Moi, quand je parle du VIH. En tout cas, quand je vais essayer de toujours dire autrement. Quand je parle de la sérophobie que je vis, les gens ont du mal à me croire. Et les gens qui ont du mal à me croire sont principalement, je te le donne en mille, des gays d'une trentaine d'années. Je voudrais pas généraliser, mais quand même un peu, je le constate, qui sont non mais des privilégiés, des bourgeois, qui eux ont intégré l'idée, qui eux ont compris le truc, mais parce qu'ils ont accès aussi à ça. On a tendance à dire oui, mais bon, informez-vous. Il y a des gens qui n'ont pas accès en fait à la bonne information et qui ne l'auront jamais. Et donc, est-ce qu'on peut en vouloir aux gens qui n'ont pas accès à l'information, ou est-ce que on doit en vouloir à ceux qui l'ont et qui ne le font pas? Et à un moment donné, faut faire un effort. C'est faire l'effort de prendre l'information et la bonne, et potentiellement la relayer aussi, et de se dire tiens, ah ouais, là on a une problématique, et j'en viens à la communauté, parce que la communauté LGBTQIA+, queer, puisque je disais tout à l'heure que c'est un sujet qui est porté par nous depuis tant de temps, mais qu'en fait, la stigmatisation que j'ai pris, moi, en 10 ans dans la gueule, vient principalement de ces communautés. J'ai pas beaucoup d'exemples de rejet qui viendraient d'ailleurs.
Et ça choque les gens, mais quand on explique que ces dernières années, on a un rejet et une stigmatisation au sein même de notre communauté, les gens, ils y croient pas. Non, les gens n'y croient pas. Et ça s'explique. Puisqu'on est tous et toutes, on va dire tous, exposés au stress minoritaire. Oui. Et que, à mon sens, c'est ce qui nous amène à des violences intracommunautaires. Oui. On le dit dans beaucoup d'épisodes, on passe d'oppressé à oppresseur. Quoi. Ouais, c'est le triangle de Cartman. C'est bête, mais triangle de Cartman, allez Google, qu'est-ce que c'est? Je ne l'expliquerai pas. Donc c'est bête, c'est dommage, c'est dangereux, oui. Mais c'est quand même comme ça. C'est un constat. Ouais. On fait le constat. Et toi comme moi, puisqu'on va parler de pureté militante, on n'est pas parfait. On l'a été. On a été oppressé, on a été oppresseur. Et ça risque tout le monde de revenir selon les... Ouais, ça reviendra. On apprend. Ouais, ça reviendra. Donc, jusqu'à quel point on est capable de sortir de soi pour comprendre qu'on a fait partie du problème et qu'on fait encore partie du problème. Bon, ça, on n'en serait pas à ce stade. Non, mais ça, c'est dit. Donc, et même... Et là, vraiment, je voudrais que les gens comprennent quelque chose. Donc, je suis séropositif, j'ai moi-même mes biais sérophobes. Enfin, déjà, juste pour commencer à m'accepter, ça a été compliqué. Donc, évidemment, je me suis détesté sur ce sujet-là. Je me suis détesté, donc j'ai été sérophobe déjà envers moi-même, en priorité, puis envers les autres aussi, puisque on se dit, mais merde, j'aime pas la personne qui m'a contaminé, donc alors que potentiellement la personne là en question ne le savait pas, donc comment est-ce qu'on peut... Donc il faut quand même comprendre un truc, c'est que on a toutes et tous nos biais homophobes, sérophobes, racistes, transphobes, misogynes, on les a. Le système. Oui. Et en fait, quand on a compris ça, on peut commencer à en parler. À mon sens, avant, c'est pas qu'on n'est pas légitime d'en parler, c'est que on manque de travail sur soi pour pouvoir en parler de la bonne manière. Appliquer de l'humilité militante, c'est-à-dire être suffisamment humble sur ce qu'on est en train de faire et dire, avoir conscience que oui, on peut changer les mentalités, mais qu'il faut commencer par nous. Oui. Tellement. Et que, en fait, si aujourd'hui on fait le constat qu'on n'a pas de communauté, en tout cas, moi, je n'en ai pas, on peut commencer à comprendre la souffrance de chacune d'entre elles. C'est se dire, ok, mais on constate la division, chacun est recentré sur sa souffrance, sans voir celle du voisin, qui vit sans doute en plus une souffrance commune, et que du coup tout ça se tire vers le bas, au lieu de se dire ok, on souffre, ok, on souffre, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on devient les ennemis des uns des autres? Est-ce qu'on hiérarchise des souffrances? Est-ce qu'on est en train de se dire oui, mais moi j'ai plus que toi, et comme si on collectionnait des Pokémon, à qui la plus grande souffrance? Est-ce que ça fait avancer le débat? Est-ce que ça fige dans le temps? Est-ce que ça fait encore plus peur? Est-ce que ça amène encore plus de stress? Ou est-ce que vraiment on avance avec ça? Moi, je suis pas convaincu qu'on avance en partageant comme ça, et en échangeant comme ça, et en se jetant nos souffrances à la gueule, quoi. Enfin, c'est-à-dire, on le voit à différentes échelles, que ce soit la sérophobie, la misogynie, l'homophobie, la transphobie, etc. On est tous, au final, grave figés dans nos combats, parce que pour que ça avance réellement, il faut un élan collectif, et il faut qu'on soit ensemble pour... et comme tu le dis, il n'y a pas besoin de... Enfin, si on aide à une lutte ou qu'on donne un coup de projecteur à un sujet à l'instant T, ça veut pas dire que le lendemain, on pourra pas donner un coup de projecteur à un autre sujet, et petit à petit, en tant que société, évoluer. Enfin, tout comme lorsque... Non, mais en fait, il faut l'être. Je crois que c'est ce qui sauve. C'est-à-dire, à mon sens, se dire que on en est capable,
Ouais. On en est capable. Enfin, alors, sinon, comment ils ont fait Stonewall? Non mais, enfin, je me dis, à un moment donné, le bien commun a été plus fort. Historiquement, on en a été capable. Ouais. Pourquoi est-ce que on ne se saisit pas de cette expérience pour se dire, mais dans l'histoire, on a eu notre lot de victoires. Finalement, tu parles d'un truc que les gens ont oublié aussi. Non mais au détriment de vie, etc. Ça a été violent, mais et c'est violent en fait. J'allais dire. En fait, on pourra pas se paner d'utopie au point de se dire on est les queers LGBTQIA+, on est des bisounours. C'est pas vrai. Et on ne le sera jamais. Il y a que Lady Gaga pour dire qu'on est les gardiens de l'amour. C'est pas vrai. On est juste les réceptacles de la haine de l'extérieur et de l'intérieur. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça? Ouais. Est-ce qu'on alimente? C'est le truc le plus facile. C'est ce qui est le plus facile. Ou est-ce qu'on refuse? Donc, sérophobie, oui. Violence intracommunautaire, oui. On le vit. Clairement, on le vit. Et il y a un contexte politique aussi qui ne nous aide pas, parce qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Du coup, ça nous amène un stress supplémentaire, ça nous divise encore plus, etc., etc., etc. Donc, mais c'est là le piège, c'est que finalement, plutôt que constater qu'on a un ennemi commun, on est en train de se dire « Ah, mais attends, si je me... » Est-ce que l'ennemi viendrait pas de l'intérieur? Ouais. Mais non, il vient pas de l'intérieur. Bah non, enfin, j'allais... Bon, je vais le dire quand même, mais si jamais l'extrême droite passe et que on en arrive à, comme dans certains pays, à mettre en place des camps, on sera tous ensemble dans ce camp. Il y aura pas de... C'est ce que j'ai tenté non, je l'ai conscientisé il y a pas longtemps. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on est dans un tel état? Je parle de nous, là. Parce qu'on sait pas à quelle sauce on va être mangé. Donc, en fait, quels que soient les résultats de 2027, à mon sens, on ira mieux. Ah, parce que, oui. Bah, soit révolution, soit... On saura, à ce moment-là, quoi faire. C'est-à-dire, on se dit, bon, bah, trop bien, on a le parti qu'il nous faut, ou, ah, bah, trop nul, c'est celui qu'on voulait pas. Mais au moins, on saura pourquoi on lutte. Pourquoi on lutte. Et, tiens, mais maintenant, ils sont là, on va pouvoir on va pouvoir destroy encore plus le truc. Mais voilà. Donc, je me dis, on sera peut-être apaisé. C'est malheureux à dire. Mais ça enlèvera ce doute. Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu comprends? Ouais, bien sûr. Non pas que je le souhaite, mais je me dis, bah ok, en fait, on est dans ce sas, comme dans la salle d'attente. Ouais, c'est vrai. Il y a rien de pire, en fait, que de pas savoir. Et parce qu'on a l'être humain a horreur du vide. Et là, en ce moment, ce qu'on vit, c'est ça. C'est une errance. Une errance. Mais dans cette errance, il faudrait pas céder, à mon sens, à la colère qu'on pourrait avoir dans nos communautés, parce que en plus on parle d'une communauté, mais non, en fait on a plein de petites communautés qui en forment une grande. Ah oui. Et du coup, on serait une majorité si on rassemblait toutes les minorités. À mon sens, oui. Oui, bah, je pense aussi. Et ça, je crois qu'il faut vraiment maintenant, même si c'est utopique et que c'est bateau de dire il faut qu'on soit soudés. C'est pas il faut, c'est une nécessité. On n'y arrivera pas, sinon c'est pas possible. Et c'est aussi pour ça que je reviens sur le sujet du VIH. Il ne nous appartient pas. Et c'est un sujet de santé publique. J'avais noté quelque chose que tu avais écrit. Le VIH est inclusif. Oui, le VIH c'est pertinent. Le VIH est super inclusif parce que réfléchissez à cette question sur l'inclusivité du VIH. Il y a rien de plus inclusif que le VIH. C'est hyper c'est universel, c'est un sujet de santé publique. On peut pas se l'approprier. Même moi, je peux pas. Donc il est sur la table et on en parle puisqu'en fait
à mon sens, la sérophobie, si on prend le système de la sérophobie, on peut le calquer vraiment sur tout ce que la communauté LGBTQIA+ vit par le simple fait d'exister. C'est à chaque fois les mêmes mécaniques. Donc, ce que je vis depuis 10 ans, je le comprends très vite. C'est-à-dire, je le savais avant d'être séropositif, puisque je vivais l'homophobie. Je le comprends encore mieux en étant séropositif, parce que, du coup, je vis la sérophobie générale. Ouais, mais bah oui. Ça me rend fou. Bah oui, mais du coup, forcément, ouais, c'est pas que j'en arrive à détester les queers, hein. Non, mais c'est que je me dis, mais même eux, mais c'est juste un constat, c'est de se dire, mais ah ouais, donc en fait. Mais tu penses du coup que là, je viens de me dire, est-ce que tu sais, en le jeu du fascisme et du capitalisme et tout, on se dit, ouais, mais vu que il y a des personnes qui vont être vocales, qui vont essayer de faire bouger les choses, qui de temps en temps vont être teintées de colère parce que légitime en fait, mais celles et ceux qui sont bien installés, qui sont dans leur petite bulle de confort et tout machin, ils se disent non mais parce que là en fait tu remets un coup de projecteur sur la communauté et moi j'étais accepté dans mon petit confort, donc en fait ça me dérange là que tu donnes un coup de pied dans la fourmilière, ou enfin je me dis pourquoi avoir cette haine envers des personnes qui... Je vais te donner un exemple concret. C'est même pas tout le temps de la haine, c'est de la silence. On silence ce sujet parce qu'il y a des gens que ça dérange dans leur confort. Oui, ouais. Donc, comme tout un tas d'autres sujets, mais je veux parler que de ce que je connais. J'ai eu affaire à des séropositifs qui sont pas OK avec le fait que je parle librement de la sérophobie. Pourquoi ? Parce que ils sont dans leur confort. Et j'ai même eu affaire à des séropositifs qui m'ont dit, mais moi, je le vis très bien. J'ai pas besoin d'en parler, j'ai pas besoin de le dire. Après tout, je verrai pas pourquoi. De toute façon, c'est accepté. Mais c'est accepté pourquoi ? C'est accepté où ? À quelle échelle ? J'ai un souvenir très concret d'un séropositif qui est juriste, qui a une 50aine d'années, qui a été militant pour la cause avant même d'être séropositif, qui m'a expliqué clairement que oui, il était militant pour la cause et que son mode de vie, pour lui, c'était logique qu'un jour, il allait être séropositif, que ça l'a pas étonné et que c'est un diagnostic qui ne l'a pas inquiété parce qu'il connaissait très bien le sujet et que du coup, c'est hyper intégré et que voilà, il le vit hyper bien. Oui, mais t'es juriste. Tu rentres 5000 balles par mois. Les coupes budgétaires de la délégation Trump, t'en as que faire, puisque le jour où, d'ici à 2030, si rien ne se passe, on aura 4-5 millions de morts du sida, toi, ça ne te touchera pas, puisqu'avec tes 5000 balles, même si en France, on décide de ne plus te rembourser à 100% ton traitement, tu seras capable de te le payer. Un antirétroviral, ça coûte entre 400 et 600 euros par mois. On est en ALD. Là, tout de suite maintenant. Là, tout de suite maintenant. Okay. On est en affectation. Je vais me faire des ennemis. Hein. Je suis le trou de la sécu. Coucou. Non, mais je plaisante, mais franchement, on nous renvoie ça aussi. Donc bon, on est le réceptacle de tant de voilà. Bah mais oui. Donc tu es responsable de tous les maux. Ouais. Oui. Ouais, mais non. Mais non, bien sûr. Oui. Bah non, mais allez-y, hein, le dos large. Mais du coup. Oui, on est en ALD, donc affectation longue durée. Ça, c'est comme les personnes qui ont du diabète ou ce genre de choses. Okay. On est pris en charge à 100% par la sécurité sociale. Si demain on continue avec cette politique-là et que il y a certains acquis qui tombent, il se peut qu'à un moment donné, moi, je sois amené à payer mon traitement. Et là, on parle pas d'une boîte de Doliprane qui coûte 2,90 €. On parle d'une boîte de 30 cachets qui coûte entre 400 et 600 €. Et on revient à l'accessibilité, la précarité. Ce sera pas possible pour tout le monde. Non.
Actuellement, les associations, elles sont un petit peu, je sais pas. Alors, sur le sujet de la sérophobie, je ne sais pas où ils en sont, ou en tout cas sur le sujet des personnes vivant avec le VIH qui prennent parole, ils sont en retard, ça c'est clair. Ils prennent pas notre main, mais bon, est-ce qu'on leur trouve encore des excuses? Je ne sais pas. Ils s'occupent principalement, oui, de la lutte contre le VIH/SIDA. Il y a d'autres réalités comme les personnes qui migrent, qui viennent en France parce qu'en fait ils viennent sauver leur peau ici. Donc il y a le travail de ces associations là, c'est même plus ça dépasse le cadre de la lutte contre le VIH/SIDA. On va chercher à aider ces gens-là à avoir des visas, des parcours de soins en France pour pas qu'ils meurent, tout simplement. Et ils quittent famille, pays pour venir ici parce qu'ils savent qu'ici en France, il va y avoir une couverture sociale, il va y avoir, enfin, on va pouvoir les protéger. Donc c'est pareil, quand on dit cette phrase très bateau, ouais, mais on veut pas de migrants. Je vous invite à ne pas naître en France et à avoir le VIH, par exemple. Ouais. Et on en reparle. Est-ce que vous ne seriez pas les premiers à migrer? Je pense que si. Mais donc, en plus, juste sans parler de guerre, de problème ou quoi, tous les gens nés en France et qui se cassent à l'autre bout du monde parce qu'ils ont envie de vivre ailleurs, vous êtes des migrants. Non, mais il y a avoir envie de vivre ailleurs et il y avoir pas le choix. Oui, clairement. C'est comme je l'ai dit, pour sauver sa vie. Alors, là, ils partent pas juste parce qu'ils ont envie de plage et de volupté. Non, ils partent parce que en fait, ils risquent de mourir sur place. Ouais. Donc c'est pareil quand j'entends. J'ai aussi de plus en plus de mal à entendre. Ouais, mais quel pays de merde qu'est la France, la France. Et moi, la France me permet de rester en vie. Donc en fait, faut quand même des fois aussi faire preuve de discernement. C'est pas la France le problème, c'est certaines personnes qui sont en train de la gouverner, je pense. C'est le système tel qu'il est. On revient toujours à la même chose. Donc oui, la France, mais enfin pas pour tout. Il y a quand même certaines choses qui fonctionnent encore et qu'il faudrait préserver. Cette prise en charge à 100%, moi, elle me garantit de vivre. Ça sert à rien de prévenir quelqu'un ça sert à rien de dire à quelqu'un pour te protéger du VIH, mets une capote. Comment est-ce qu'on fait quand on se fait violer, du coup? Par exemple. Donc, il faut arrêter de faire de la prévention. Il faut arrêter de faire de la prévention. Il faut faire de l'information, et la bonne, et de la sensibilisation. On est noyé dans des fausses informations tout le temps. C'est comme les associations. Quand les associations veulent donner la parole aux personnes vivant avec le VIH parce que leur retour d'expérience est important, mais que jamais on se dit que ça, c'est un travail. Venez en parler. Alors je viens, du coup, gratuitement. Tu vois, toi, ton podcast, tu le fais aussi de manière, hyper, comment dire, tu vas nulle part. Tu vois, c'est une conversation, c'est même pas une démarche journalistique. Je ne gagne rien, Non, mais on va nulle part. Et ça, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Ça, c'est vraiment le message que j'ai aussi envie de faire passer. Si vous avez envie de vous engager dans quelque lutte que ce soit, engagez-vous de manière humble et faites-le. Faites cette démarche-là, tournez vers les autres. Moi, je ne me suis pas saisi de tous les sujets queer dans mon drag, parce qu'en fait, c'est pas que je me sens pas concerné, c'est que je me sens pas légitime. Je me dis, pourquoi est-ce que Olivia Willkommen, je vais parler d'elle à la troisième personne, parce que pour moi, c'est vraiment deux choses très distinctes. Il y a moi, sous la perruque, et il y a Olivia, est-ce que j'ai bien envie d'en faire? Mais pourquoi est-ce que Olivia Willkommen se saisirait de la transidentité, par exemple? Il y en a qui le font et qui sont concernés directement. Mais il y en a qui le font mieux que moi. Du coup, comme il y en a qui le font mieux que moi, laissons-leur la parole et la place. Oui, je pense que même, ce serait mal vu aussi. En fait, oui et non, puisque il y en a certains à qui on fait ça quand ils en parlent, alors qu'ils sont pas concernés. Ça revient à dire cette phrase absolument insupportable. Je suis pas raciste, j'ai plein d'amis noirs. Je suis pas homophobe, j'ai plein d'amis PD.
personne n'a le totem d'immunité. Non. Et moi le premier, j'ai pas le totem d'immunité parce que je suis séropositif. Non, mais après, comme tu le dis, tu utilises ta voix et ta plateforme pour parler d'un sujet que tu connais, que je connais, mais que je maîtrise pas à 100%. Mais non plus. Mais bien sûr, ça c'est ce qu'on se disait aussi en off. On n'a pas, que ce soit pour n'importe quelle lutte ou quoi que ce soit, on n'a pas un gène à la naissance qui fait qu'on a le savoir. Non, on apprend petit à petit et des fois on déconstruit certaines croyances parce que on est parti dans la mauvaise direction et c'est justement en s'alliant avec d'autres personnes qui sont elles-mêmes concernées et qui font leur propre parcours et tout qu'on va pouvoir collecter de vraies informations. Mais aussi le droit à l'erreur dans le sens où oui, c'est pas parce que toi il y a séropositif que ça veut dire forcément que tu sais tout sur la question. Moi c'est pas parce que je suis gay ou que sais-je que je connais toute l'histoire ou tout ce qui se passe. Non, on évolue tous dans ce système aussi qui, comme tu l'as dit, et c'est important de le rappeler, fait qu'à la base, on est transphobe, homophobe, raciste, sexiste, tout ça. Donc, c'est un travail. C'est un travail difficile, hein. En fait, c'est ça, s'éduquer. On entend souvent ce truc de éduquez-vous, éduquez-vous. Mais ça prend toute la vie, les gars. En fait, ça prend toute la vie. Et du coup, y a pas à être impatient sur la question. Il faut pouvoir laisser la temporalité à chacun. Parce qu'une personne queer de 60 ans, par exemple, ne s'éduquera pas en 2 mois. Même si elle en a la volonté. Oui, je trouve que c'est vraiment ça qu'il faut prendre en compte. Tout comme moi, j'ai 37 ans. Moi, il y a plein de questions qui sont sur la table dernièrement, et heureusement qu'elles sont là, sur lesquelles je suis en train de m'éduquer. C'est bien. Et je trouve que du coup, je vais faire encore plein d'erreurs. Je vais mégenrer, par exemple. Sans le faire intentionnellement. Mais parce que en fait, c'est même pas. Et je vais même le faire plusieurs fois. Et mais je vous préviens. C'est tellement, le dire, ça prouve à quel point c'est pas dans une volonté de mal faire ou de trigger les personnes concernées. C'est parce que vraiment, c'est comme tu le dis, c'est un nouveau langage que tu es en train d'apprendre. Et je sais aussi qu'en face de moi, je vais avoir des gens qui essayent de comprendre et s'éduquer autour du VIH/SIDA et de la sérophobie, et qui vont faire des bourdes, etc., etc. Je vais essayer de garder ma patience avec ces gens-là parce qu'en tout cas, il y a quand même quelque chose de l'ordre du procès d'intention. Quelqu'un qui est dans la bonne intention, on le sait, on le voit. On est capable de le ressentir, et on est capable de lui donner du temps. Et même s'il faut du coup prendre plus de temps avec certaines personnes, quelquefois je suis soupolé, j'ai pas envie, et c'est aussi ok de pas avoir envie des fois d'éduquer, etc., ou de prendre le temps. J'ai un ami qui m'a dit une fois: oh Phil, écoute, t'es gentil avec tes trucs, c'est super d'éduquer les gens, mais à un moment donné, il faut que les gens s'éduquent eux-mêmes. Je suis pas d'accord avec ça. Il y a un truc de oui, il faut s'éduquer soi-même, certes, mais il y a certaines personnes qui ont la volonté et qui en plus sont là. Je veux dire, quelqu'un qui pose des questions déjà, c'est hyper cool, même si les questions sont maladroites, même si la question est sérophobe, par exemple. Il faut être capable de pouvoir lui faire prendre conscience qu'elle l'est et pourquoi. Je trouve que c'est trop intéressant. Là, je me permets, je trouve que tu es en train de faire le distinguo entre avoir par moment, de façon non désirée, une parole sérophobe et être sérophobe. C'est 2 choses différentes. Oui. Le discours, comme on l'apprend et on s'éduque petit à petit, peut de temps en temps être moyen ou problématique, mais ça ne fait pas de toi une personne problématique. C'est juste que tu es toi-même dans cette éducation, cet apprentissage. Je vais t'en donner 2 des phrases. La première, c'est c'est une nana qui a connu les années 80, donc les débuts du sida, etc., qui vient et qui dit merci de bien prendre votre traitement, les gars, c'est super ce que vous faites, parce que moi j'ai enterré plein de gens dans les années 80, faut quand même savoir qu'ils mouraient à tour de bras, donc bravo, c'est bien de bien prendre votre traitement. Ça, c'est la première des phrases. Deuxième des phrases, c'est un mec qui dit au début, qui dit c'est super les gars, en tout cas merci,
et qui change son discours rapidement en disant Adolf Hitler avait quand même raison, il faudrait quand même vous brûler. Voilà, donc ça termine comme ça. Donc un troll qui voulait juste placer sa sérophobie. Voilà, c'est pas que sérophobie. Oui, non, mais enfin. Oui, c'est oui. Oui, voilà. Petit taquet derrière la tête. En gros, oui, heureusement qu'Adolf Hitler était là et il avait raison, il faudrait vous brûler. Donc, ces deux phrases-là, laquelle pour toi est problématique? Enfin, laquelle pour toi est sérophobe? Bah, d'après ce que tu m'expliques et tout, bah, déjà, les deux, je trouve qu'elles sont problématiques. Mais dans la première, c'est peut-être un petit peu plus subtil, mais j'ai l'impression que du coup, cette personne ne fait pas la différence entre séropositif et le sida, non? Il n'y a pas de ça. La personne, elle fait pas la différence entre 1980 et 2026. Oui, aussi, c'est vrai. C'est-à-dire que du coup, elle s'approprie... Je suis moi-même dans l'apprentissage. Hein. À mon sens, elle s'approprie nos morts. C'est-à-dire que du coup, elle se sent concernée à travers le simple fait de sa souffrance à elle d'avoir perdu des amis. Mais en fait, toi, t'as perdu des amis. Toi, ta petite personne, a perdu des amis. Nous avons perdu des membres de notre communauté. C'est en mode, prends soin de toi pour que je ne sois pas triste. Mais du coup, est-ce que tu penses à nous? Okay. Ben, nous sommes vivants en 2026 et il faut quand même savoir que bah oui, le VIH tue beaucoup plus en 2026 qu'en 1980. Les chiffres sont là. C'est-à-dire qu'il y a des il y a des gens qui se suicident, il y a des gens qui Ah oui, il y a tous les dommages enfin ce que ça peut créer au niveau de la santé mentale aussi, comme tu l'as rappelé, et de plein de... Mais en fait, la sérophobie tue. C'est-à-dire que déjà, il y a une mort symbolique, la mort sociale. On meurt déjà une première fois, notre corps est encore là, mais ça y est, on n'existe plus. Ouais. Oui. On n'existe plus. Tellement plus que on n'est que 9 à en parler sur les réseaux sociaux en France. De notre séropositivité. En 2026. En 2026. On n'existe plus. Très récemment, il y a eu des feux de forêt, tu le sais. Il y a eu un appel de soutien aux pompiers qui a été fait. C'est un détail, hein. C'est vraiment un détail. Je suis pas en train de dire que c'est une catastrophe, mais ça illustre ce que je dis. Pour soutenir nos sapeurs-pompiers, les gens ont eu la formidable idée de dire, pour leur montrer notre soutien, comme à l'époque où on applaudissait sur nos balcons les soignants, on va mettre un ruban rouge sur notre rétroviseur de la voiture. Un ruban rouge? Ouais, ça te rappelle rien? Bah ouais. Un ruban rouge au rétroviseur extérieur de la voiture pour apporter notre soutien à nos pompiers. Mais pourquoi le ruban rouge? Enfin, du coup, ça me... Mais il existe le ruban rouge. Bah oui, mais ça invisibilise la lutte de base. Ouais. Du coup, on est dans un truc où on se dit on est tellement invisible, on est tellement invisible et on est tellement peu écouté et puis on oublie tellement. Quand le SIDAction par exemple, c'est une fois par an. Ouais. Là, on va en parler, on va s'en souvenir, on va mettre un petit nœud décoratif. Franchement, je dis décoratif parce que... Ouais, mais tu vois, il y a un peu un truc de... On le met parce qu'on s'en souvient, puis après, et très vite, on oublie. À un instant T, ponctuel. Très vite, on oublie. Donc, ouais... Moi, le SIDAction, c'est toute l'année, depuis 10 ans. Enfin, c'est comme cette histoire de mois des visibilités, c'est comme la Pride, on dit toujours oui la Pride c'est toute l'année, ouais en fait moi le VIH c'est toute l'année. Mais ouais, le moment où les grandes entreprises jouent là-dessus pour capitaliser etc, c'est au mois de juin, et pour SIDAction c'est quand c'est SIDAction, c'est à chaque fois là c'est le moment où on en parle à travers les médias, donc on va s'accaparer le sujet pour créer du bénéfice, pour avoir une belle image et tout machin, mais du coup les 360 et quelques autres jours t'en parles pas. C'est ça. Donc il y a plein de sujets comme ça. Et je pense qu'on n'y pense pas, on se rend pas forcément compte de la manière, quelquefois même involontaire, puisque franchement, les gens qui ont pensé à ça l'ont pas fait de manière volontaire. Les gens qui ont pensé au ruban rouge pour soutenir nos pompiers, c'est des gens qui ont juste fait une gaffe. Et c'est pas grave en fait, hein. C'est pas grave. Par contre, il est quand même important que nous, on soit nous.
PVVIH, on soit attentif à ça, parce qu'on se dit, attends. Ça viendra à l'idée de personne de soutenir une cause en prenant pour symbole un drapeau arc-en-ciel. Tout le monde s'insurgerait. Oh bah déjà que l'arc-en-ciel en règle générale est bien diabolisé, il crame à travers le monde, c'est sûr qu'ils vont pas se le réapproprier pour une autre. Mais là je trouve ça, enfin c'est très parlant. C'est parlant et tout comme c'est parlant, et je fais le parallèle aussi. On a des applications nous les gays de rencontres. On les connaît. Merci pour le bruitage. On les connaît, mais je sais pas si vous avez déjà essayé de remplir toutes les cases de votre profil. Ouais, c'est méga discriminant. Hein. À tous les niveaux, jusqu'au statut sérologique. C'est-à-dire, on a une par case. Contre, ça fait longtemps. Ça fait. Il y a une case qui existe toujours, qui est le statut sérologique, où en fait, on peut renseigner son statut sérologique. Et c'est une case qui est discriminante. Bah ouais, carrément. Parce que déjà, c'est une information qui regarde personne. C'est médical, quoi. Ouais. Et Grindr se justifie de ça. En disant que c'est justement pour lutter contre, pour la cause, quoi. Mais en fait, non, parce que tout le monde sur cette application est séronégatif. Et ils vont voir oui, et du coup, bah, toi, je te parle pas, parce que stigma, parce que plein de choses. Mais oui, mais pourquoi même les séropositifs, soit ne renseignent pas, parce qu'on n'est pas obligé de renseigner, mais pourquoi les séronégatifs pourquoi les séropositifs ne renseignent pas leur statut? À cause de la stigmatisation. Et pourquoi les séronégatifs sont en nombre? Parce qu'il y en a qui savent qu'ils sont séronégatifs, et il y en a qui s'ignorent. Bah, je pense qu'il y en a beaucoup qui s'ignorent, non? Et tous les séro-incertains vont marquer séronégatif. Ils vont pas se tirer une balle dans le pied. Donc, il faut prendre conscience de ça. Il faut prendre conscience que... parce que moi, je l'ai fait l'expérience. À Strasbourg, comme j'ai outé sur mes réseaux, j'ai aussi un jour mis le statut séropositif sur Grindr. Okay. Pour voir déjà ce que ça fait. Alors... très peu de succès pour moi. En fait, déjà, on n'a plus de messages. À partir de ce moment-là? Ah oui. Oui, et puis au-delà de ne pas en avoir, on en reçoit d'autres hyper violents. De sérophobie directe. En frontal. Alors je les screen parce que je me fais des petites collections comme ça. Je sais pas pourquoi je fais ça d'ailleurs, parce que ça va m'amener à rien. Je vais sans doute... c'est pas vu comme enfin comme le racisme ou quoi que ce soit. C'est pas quelque chose de répréhensible par la loi? Si. Ok. Ah bah oui. Ouais. Mais je dis ça, mais ça n'empêche pas les gens d'être racistes sur les réseaux, d'être tout ça. Super. Même système pour le chemsex. Mais oui. Je pensais aussi à ça. Parce que je me dis, le nombre de personnes qui potentiellement n'ont pas été dépistées ou quoi que ce soit, mais qui la veille auront... Enfin, je suis pas là pour juger les pratiques ou quoi que ce soit, mais potentiellement certains comportements dits à risque et qui ne sauront pas, qui sont peut-être porteurs et qui ne le mettront pas... En fait, le chemsex, moi je suis un ancien consommateur, donc je suis sevré depuis 2 ans. Pareil, ouais, on essaye, mais pareil, il y a le même système, et on parle là de, j'ai même pas le terme. Lola Wesh, si tu passes par là, tu me l'as dit 15 fois dans la semaine, je l'ai pas retenu. Toxicophobie. Ah, ok, ouais, oui, sûrement. Toxicomanophobie, je ne sais pas, mais enfin vous avez compris, c'est stigmatiser les consommateurs. Qu'est-ce qui se passe entre nous? Qu'est-ce qu'on fait de nos collègues touchés par le chemsex? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que on considère que ça y est, on les a perdus, donc on peut les stigmatiser? Ou est-ce qu'on se dit non, on va
plutôt être dans la bienveillance, en fait, et ne pas les stigmatiser. Bah, en plus, de toute façon, c'est quelque chose qui existe à partir de ce moment-là. C'est pas en l'excluant qu'on va arranger le problème ou quoi que ce soit. Et il y en a, enfin, qui le font parce qu'ils ont, enfin, il peut y avoir plein de discours dans moi-même, mon entourage, j'ai rencontré en fait, des gens. il faut se mettre dans la tête qu'on ne résoudra pas le problème du chemsex en invisibilisant les consommateurs. Non, ouais. On peut pas ranger ces gens-là dans un tiroir en ayant l'impression que ça n'a jamais existé. Non. Enfin, ou en les laissant mourir aussi. Ouais, mais c'est ce qu'on fait. Parce que soit on les laisse mourir et en plus on les pleure. C'est putassier. Ouais. De se dire, tiens, oh ouais, mais moi j'ai perdu plein d'amis. On peut recommencer le podcast au début. Non, mais on peut recommencer le podcast au début, enlever sérophobie de ma bouche et mettre chemsex. Oui. On parlera exactement de la même chose. On va arrêter d'être tellement violents les uns envers les autres. C'est pas possible. Parce qu'en plus, ça culpabilise vraiment la personne qui consomme. Ouais. Elle va consommer plus encore, elle va se marginaliser de plus en plus, elle va se dire, bah en fait, mes ennemis numéro 1, ce sont mes pères. C'est terrible. Je trouve c'est d'une violence sans précédent. Oui, clairement. Les personnes qui sont censées te soutenir, celles qui te rejettent, bah à partir de ce moment-là, oui, ça peut pousser à des idées noires. Alors que nous sommes tous issus du rejet, de la stigmatisation. On a connu ça par cœur. On en connaît les principes, les mécanismes. On le combat. Mm-hmm. On demande à la société tout entière de nous accepter, de ne pas nous stigmatiser, de ne pas nous mettre au banc, etc., etc. Et on est les premiers à faire ça, les gars. Ouais. Et je dis les gars parce qu'en fait, c'est un problème majoritairement d'hommes. Hein, on va pas se leurrer, on va pas se mentir. On en est là. Petite digression à toutes mes copines et tout qui disent oui, mais enfin les gays, vous êtes non. À partir du moment où t'es un homme cis, généralement t'es problématique. On revient à ce système-là, le patriarcat et tout machin. Bah oui, peut-être que on s'est découvert une homosexualité, mais si jamais tu déconstruis pas tes privilèges et ton oppression, dans le sens où étant homme, tu oppresses autrui, bah tu restes problématique en fait, que tu sois gay ou pas. Bah oui. Du coup, ouais, enfin là maintenant, je dis vraiment les gars, réveillons-nous parce qu'on n'a plus le temps. Bah ouais. Et bah ça fait une super transition pour parler de nos alliés. Je t'en prie. Tu veux t'adresser directement à eux ou tu veux conseiller Non, personne, à part une personne concernée, ne peut valider un allié. On ne demande pas à être allié. Ça ne se demande pas. Tu l'as dit en une phrase toute simple, être allié, c'est prendre la main et accompagner. Et fermer sa gueule. Et surtout se taire. Il y a un certain nombre de gens qui cherchent à briller ou surtout à se rassurer, je pense, en fait, ou faire une bonne action, ou avoir l'impression de servir à quelque chose. Non, mais... Ouais, mais c'est horrible. Ou avoir l'impression de servir à quelque chose en étant allié. On n'est pas un bon allié quand on est comme ça. On n'est pas un bon allié quand on n'est pas touché par le chemsex, ou on n'est pas touché par le VIH, ou on n'est pas touché par la transidentité, mais on décide de monter une association, d'en être président, de parler à la télé. Et ça, on le voit beaucoup, je trouve. Bah, en fait... Même les plateaux télé à la CNews et tout. Venez, on rassemble des gens qui ne sont pas concernés par un sujet et on va les faire débattre de ce dit sujet. Bah non. À quoi ça sert? Bah rien. À part silencer plus les personnes concernées, à rien. Ouais. Donc voilà, vraiment, si vous voulez prendre des initiatives, faites-le, c'est toujours bien. On a besoin d'alliés. Alors, enfin, je trouve que, en tout cas pour mon cas, on n'en a pas suffisamment des bons. Être allié, ce serait être désintéressé. Tu le fais, enfin, tu accompagnes par amour et compassion, mais tu ne veux en retirer aucun bénéfice. Ouais. Bah oui. Bah clairement. Donc ça, c'est le premier truc. Et puis le deuxième truc, c'est aussi... allez,
laissez la chance, c'est quand même un peu, laissons la chance au produit. Parce que quand un allié se présente et qu'il n'est pas tout de suite dans la bonne démarche, encore cette histoire d'intention, je pense qu'il y a des gens qui pourront tout doucement devenir des bons alliés avec de l'accompagnement. Bah, comme tu l'as dit, ça se voit au comportement de toute façon. Ouais. Le plus important, c'est libérer la parole. Ça, je crois que c'est vraiment le plus important. Et merci d'ailleurs, parce que tu étais vraiment, pour le coup, quelqu'un qui libère la parole. Ça, déjà, c'est vraiment bien, parce que déjà, t'es pas dans ces démarches journalistiques où tu suis un espèce de truc hyper chiant, où tu vas poser des questions auxquelles on a déjà répondu 20 fois. C'est pas l'idée. Donc, libérer la parole, échanger de manière constructive, croire le discours des concernés. Être humble quand on est concerné ou même quand on ne l'est pas. Parce qu'il y a toujours plus grand que nous. Il y aura toujours plus grand que nous. La cause du VIH-Sida, elle est plus grande que moi. La sérophobie, c'est plus grand que moi. La lutte, elle est plus grande que moi. Donc c'est bien. Enfin, c'est beau, je trouve, de le dire, c'est vrai. Du coup, je peux pas m'accaparer non plus le sujet en le brandissant comme ce truc qui va me faire briller. Et il y a ce risque aussi de se résumer. Pour me faire briller, je mets du highlighter. Franchement, c'est tout, quoi. Et c'est aussi pour ça que j'ai longtemps hésité à amener le sujet dans mon drag, parce que je me suis dit, comment est-ce qu'il va être perçu? Est-ce qu'il va être perçu comme comme de la promotion? Est-ce que oui, il a été perçu comme de la promotion. Hein. Enfin, en fait, j'ai eu un vrai retour comme ça. Donc, continuer à discuter calmement du sujet, et même si on discute pas calmement, et même si des fois on s'énerve. En fait, faut... Legit. Quand je dis on, c'est... Franchement, là, maintenant, je parle de communauté. C'est-à-dire, c'est nous. C'est la famille. Enfin, en fait, rappelons-nous-en. Ouais. Oui. Mais rappelons-nous-en, et que en fait, on peut avoir des conflits et tout. Enfin, c'est ok de pas être d'accord. Il y a plein de moments où on sera pas d'accord. Ça se trouve un jour, toi et moi, on sera pas d'accord, et puis on aura peut-être même un conflit, un coup de gueule, et puis puis derrière, ça fait avancer. Je préfère ça qu'une fausse bienveillance ou comme s'il y avait pas de souci ou quoi que ce soit. Je préfère qu'on se rentre dedans et qu'on se dise ok, bah toi tu penses ça, moi je pense ça. À partir de ces positions-là, est-ce qu'on peut faire un petit chemin au milieu pour trouver quelque chose qui est en équilibre, et ensuite on passe à autre chose, quoi. Et là, je m'adresse vraiment aux artistes drag locales. Il y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire du drag. Pour moi, le drag est misogyne, hein, le drag queen. Hein, on est, franchement, c'est hyper. On est dans un truc d'homme pour les hommes avec des hommes. Hein. On reprend les codes très binaires de l'hétéronormativité. Ouais. La drag queen doit être comme ci, comme ça, machin. Et les drags entre elles aussi, entre elles, parce que je sais même pas si je dois être inclusif à ce niveau-là, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment entre queens. Je parle pas des drag queer, je parle pas des drag kings. Bien que visiblement il y a quand même aussi déjà des débuts de drama avec les drag kings, mais parce que en fait à un moment donné, après sous la perruque on est humain en fait, donc au bout d'un moment faut pas oublier en réalité je vais parler de queen, puisque je suis queen. Bien souvent, moi, quand je suis en représentation, j'ai terminé le make-up, je m'apprête à commencer le gig en question et tout, je mets encore une bonne demi-heure à m'habiller. Oui. Et quand j'ai terminé de m'habiller et que je suis en sueur, parce que ça y est, on a le padding, on a tout, et que je suis là en mode, et maintenant il va y avoir 2 heures d'hosting, plusieurs fois. Ouais, parce que je fais du hosting et que du coup on est 2 heures en présence sur scène avec un micro, à faire attention à tout ce qu'on dit. Corseté en talons avec les couches de make-up. Parce qu'on est devant un public queer qui est très très éduqué au drag, etc. Donc on est attendu au tournant. Enfin, c'est pression. C'est voilà. Et juste avant, bien souvent, comment on appelle ça, je dissocie. Et je sors du film et je me vois. Et souvent, je me dis, mais pourquoi je fais ça? J'entends souvent ça chez les drags. Et je suis mais pourquoi je fais ça?
Parce qu'en plus, bien souvent, en tout cas au début, maintenant un peu moins et heureusement, mais je le faisais pour une pizza froide et un coca, quoi. Des fois, je me dis, mais à quoi bon? Mais après, je me souviens. Et du coup, j'y vais. Le feu, faut le trouver ailleurs que dans la... parce que tu te la récompenses. Ouais. Je crois que ce qui m'a le plus fait freiner et ce qui m'a le plus découragé, c'est les drag queens. C'est fou. Quand même. Vraiment, je me suis dit, waouh. Je pense qu'il y a vraiment un truc enfin, honnêtement, et je vais le dire vraiment, j'ai pris la place de personne, j'ai pris ma place et je vais la garder, n'en déplaise. Ah oui. Si quelqu'un veut la prendre, je vous invite à prendre mes baskets, à prendre mon VIH, à prendre ma vie, à prendre mes perruques qui ne vous iront pas parce que je fais du 57. À essayer de les coller, ça vous ira pas non plus parce que j'ai coupé mes laces beaucoup trop courts. Je vous invite à prendre mes fards liquides qui seront pas à votre bonne teinte, etc., etc. Enfin, en fait, vraiment. Bah, ça permet aussi je trouve que c'est déjà un bon message aussi, rappeler que quand tu penses à une personne, il faut vraiment prendre tout le package. Mais j'en profite aussi, vu qu'on arrive déjà au terme du podcast. Si jamais... Je sais qu'on a évoqué les 3 piliers qu'on voulait évoquer. C'est bien. Mais comme on arrive aussi au terme, si jamais, je laisse toujours un petit temps pour... est-ce qu'il y a des choses que on n'aurait peut-être pas abordé, que tu as envie de rappeler, un message de fin? Est-ce que tu veux qu'on parle de tes actualités? Est-ce que... Comme tu veux. Mes actualités, elles sont visibles sur mes réseaux. Je les mets aussi en description. Si tu veux, ouais. Ah oui, avec plaisir. Bah, en fait, là, on est au mois d'août. Oui, putain, on est 1er août. Ouais. Waouh. Je suis on fait les viewing parties The People Hotel avec Maison Eclipse et Omasso tous les jeudis du coup. Tous les jeudis, ouais, jusqu'à la fin donc de Drag Race. Faute d'y être, on se met ensemble pour le regarder. Bah c'est cool, tu vois, enfin en fait c'est ce qu'on fait et voilà, je trouve c'est bien, ça nous donne l'occasion de faire du drag en été. On s'en passerait toute la 6e mais bon voilà, ça ouais, c'est plus anecdotique qu'autre chose ça, hein, franchement, comme actualité. Hein. Je sais pas ce qu'il y a de plus intéressant. Bah après, rendez-vous à la rentrée. Ouais, rendez-vous à la rentrée. Il y aura d'autres choses qui vont se préparer. Il y a d'autres projets en cours, etc. Donc, et sinon, il y a un petit rendez-vous qui a commencé la semaine dernière avec Ça sent le roussi. Ça, c'est un truc qui est sorti la semaine dernière. Sur Insta, hein. Ouais, sur Instagram. C'est une petite émission. C'est des petites pastilles de 2 minutes en partenariat avec Top Music et Roland Garcia où on cuisine ensemble. Franchement, j'ai bien aimé les premiers épisodes. C'est faire passer le drag en cheval de Troie. C'est vraiment, ouais, mais en plus, c'est un prétexte. Une vraie recette. Mais c'est une vraie recette. Ah oui, on cuisine. C'est pas, voilà, on oublie le militantisme, on fait plaisir. Tu voulais un message de fin? Bah, si tu veux, je t'en prie. Hein. De la légèreté. On rire, être ensemble, savoir refaire la fête. De la légèreté, de la gentillesse, parce que la gentillesse, en fait, c'est une force. Ça se décide. C'est plus compliqué de décider d'être gentil que de céder à la facilité d'être méchant. Oui. Donc vraiment, et puis quelqu'un de gentil, ce n'est pas quelqu'un de faible. Bah non. Ouais. Gentil ne veut pas dire faiblesse, gentil ne veut pas dire naïf. Donc soyez gentils, en fait. Voilà. Bah, soyez gentils. Non, mais c'est cool d'être gentil, voilà. Ah bah franchement, merci. C'est trop cool de finir sur ça. Je vous encourage tous à être gentils. Bah merci, Philippe. C'était trop cool, super enrichissant. J'espère que t'as réussi à dire tout ce que tu voulais. Ouais, et j'espère que ça n'a pas été trop confus, parce que je sais que pour moi, il y a des choses qui sont claires, qui peuvent ne pas l'être. Je peux partir très loin, très vite en arborescence. Non, je trouve que ça a été assez concis. Voilà. J'espère que tout a été bien audible et compréhensible. Audible et compréhensible. Personnellement, je trouve. Après, on verra au montage ce qui se traduit, mais si jamais, il y a certaines références que je mettrai aussi en barre d'infos, etc. Et comme d'hab, nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et en attendant, prenez soin de votre monde intérieur. Bye bye.